La mesure pourra être échelonnée dans le temps. Voilà pour le journal, Bénédicte. Merci beaucoup Magali, à tout à l'heure. Repartons en Ukraine en compagnie de Anne Kratz qui nous a rejoint. Bonjour à vous, soyez la bienvenue, spécialiste de la politique étrangère américaine. Jérôme Poirot est toujours avec nous. Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, que je salue, que je vous remercie d'être revenu. Voici votre livre que je présente à chaque fois sur le naufrage de l'Union soviétique, chose vue, absolument passionnant évidemment pour la Russie, l'Union soviétique de l'intérieur. Et puis le général Richoud est avec nous également. Bonjour à vous général, merci d'être avec nous. On l'évoquait juste avant la pub avec Sébastopol, la réponse russe après les bombardements du port. Alors il y a eu ce dont Magali vient de parler au sujet des céréales, et puis il y a des dizaines de missiles qui sont lancés depuis ce matin un peu partout sur le territoire ukrainien, et notamment là où vous vous trouvez désormais, Marie-Aline Méligui, à savoir Kiev, avec des coupures massives d'électricité et d'eau d'ailleurs aussi. Plusieurs explosions ont eu lieu à Kiev, à Zaporijia ou encore à Kharkiv. Apparemment, ce sont des infrastructures énergétiques qui ont été touchées. Il y a de nombreux quartiers sans eau courante, sans électricité. Ici, en Ukraine, on a le sentiment désormais que chaque lundi, c'est le même scénario qui se répète depuis le déluge de feu qui a frappé l'Ukraine il y a maintenant 3 semaines. Nous étions hier avec le gouverneur de la région de Lugansk qui nous a dit qu'il faut s'attendre à ce que ce genre de scénario se répète, car Vladimir Poutine est en difficulté sur le terrain militaire. Alors il fait du chantage à l'énergie, il veut couper le courant, l'électricité aux Ukrainiens, et il fait évidemment ce chantage aux céréales et au nucléaire. Voilà la situation à l'heure où nous parlons. Marie-Aline Méligui avec Soisy Coulier du côté de Kiev. Chantage à l'énergie, disait-elle à l'instant. Anne Kratz, chantage aussi, enfin menace en tout cas, guerre du froid, de la faim, etc. Enfin je veux dire, les armes de Vladimir Poutine, elles se démultiplient là. Oui, malheureusement, c'est effectivement le mot qui convient, le mot de chantage. Et on voit pas. En fait, on ne s'attendait peut-être pas exactement à un tel déluge, à un tel débordement, si vous voulez, de force ces derniers jours. Au contraire, ce qu'on nous disait de la part de certains analystes américains, notamment le célèbre ISW, Institute for the Study of War, était dans un sens presque le contraire. Et là, on voit qu'on est un tout petit peu surpris. Enfin, je parle sous le contrôle des militaires. Que Poutine finalement se soit décidé à aller encore beaucoup plus loin en attaquant Kiev, en fermant l'eau et l'électricité à Kiev. Parce qu'on avait jusqu'à présent eu l'impression qu'à chaque fois que les Ukrainiens avançaient et que les Américains leur livraient de nouvelles armes, on s'attendait logiquement à ce que Poutine réponde, et en fait ça n'arrivait jamais. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on avait constaté. On a franchi des lignes rouges plusieurs fois, et la réponse de la Russie a été un peu moins importante que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Là maintenant c'est le contraire. Tout d'un coup, peut-être est-ce la nouvelle tactique qu'a mise en œuvre le nouveau chef des armées qui a été nommé récemment par Poutine et qui est considéré comme quelqu'un de très dur. Et c'est peut-être cela que l'on voit. En tout cas, ça change un tout petit peu la donne. Il y a même simplement 2 ou 3 jours, on était déjà, si vous voulez, sur le point de penser que la guerre était plus ou moins finie pour les Russes. Là, on a l'impression que malheureusement, on est dans l'escalade. Général, que la guerre militaire, si j'ose dire, effectivement, pour Vladimir Poutine, ça ne se passe pas bien. C'est pas parce qu'il a bombardé, qu'il a envoyé des missiles à Kiev qu'il va réussir à prendre la capitale. En revanche, le ciblage de civils est désormais totalement assumé, puisque ce qu'il veut manifestement, c'est faire ce qui s'est passé à Mariupol, c'est-à-dire les faire crever de faim, de soif et de froid. Le ciblage des civils est assumé depuis le 24 février dans tous les cas de figure. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que là on voit une nouvelle logique. Si vous voulez, aujourd'hui, le général Sourovikine, on sent qu'il y a une logique dans les bombardements qui s'attaque à tout ce qui est électrique et à toutes les installations stratégiques de l'Ukraine. Et ça, c'est assez nouveau. On avait du mal à comprendre quelle était la tactique, la stratégie russe. Ils attaquent partout, après ils attaquent au niveau du Donbass. Voilà. Et depuis que ce général est arrivé, il y a un matraquage systématique des installations électriques stratégiques du côté ukrainien. Et c'est une logique militaire, j'allais dire, assez banale. Ça, oui. C'est même pas encore de la guerre hybride. Je veux dire, s'attaquer à tout ce qui permet de soutenir l'économie de l'adversaire, de porter atteinte à sa résilience, à son économie, eh bien ça fait partie également des choses assez normales de la guerre. À partir du moment où on tire
tire pas sur les civils, parce que malheureusement, on tire sur les civils également. Ouais, c'est La ça. dernière chose que je veux dire, c'est que 50 missiles, ça reste quand même assez limité. Sur une surface comme l'Ukraine, ça fait un effet de masse. On l'a vu, il y avait 80 l'autre jour. Mais sur un pays complet qui est plus grand que la France, c'est assez peu. C'est assez peu, sachant qu'un certain nombre ont été interceptés, d'après ce qu'on nous dit. Alors, moi, je poserai la question tout à l'heure au directeur adjoint de cabinet de Volodymyr Zelensky, qui sera avec nous dans 1h15 à peu près. En ce moment, il est en rendez-vous avec M. Zelensky, donc il viendra quand il aura fini son rendez-vous. Je voudrais que vous regardiez ce que dit la femme du président russe, Olena Zelenska, qu'on entend peu, mais quand elle s'exprime, évidemment, ça a une portée toute particulière. Les terroristes commencent traditionnellement leur semaine de travail, dit-elle. Les missiles russes frappent à nouveau les infrastructures énergétiques. Nous débuterons notre semaine de travail en tant que personnes saines. Les Ukrainiens vont certainement se démener pour reconstruire le pays. Les terroristes, eux, vont certainement perdre. Écoutez ce qu'a dit le maire de Kiev, qui était l'invité du 12-15 tout à l'heure, justement sur cet esprit de résistance qu'ont les Ukrainiens. Écoutez. Je suis persuadée que nous allons résister, nous allons tenir, nous sommes là pour défendre notre pays et nos familles. Et nous avons déjà envisagé différents scénarios pour cet hiver, des différents plans B, et en se préparant au pire. Nous sommes en train de passer une épreuve très difficile, mais nous sommes sûrs que nous allons traverser cette épreuve avec dignité et avec succès, et nos familles et nos villes seront défendues parce que nous nous battons pour notre avenir. Pour leur avenir et pour leur terre. Christian Maigrelis, l'objectif du Kremlin là, c'est quoi? C'est de les faire craquer, de les avoir à l'usure, mais qui? Les civils? Parce qu'on voit bien que les militaires, ils n'y arrivent pas. Je crois que l'objectif de Poutine est beaucoup plus ample que ça. Poutine veut dépeupler l'Ukraine pour la repeupler ultérieurement. Et il espère qu'avec ce shortage d'électricité et de chauffage pendant l'hiver, la population va partir en Pologne, en Roumanie, enfin dans les autres pays voisins, en Lituanie et ailleurs, qu'il y aura un dépeuplement et qu'à la fin de cette guerre, si un jour elle voit sa fin, on repeuplera avec des bons Russes. C'est extrêmement vicieux, extrêmement vicieux. C'était un petit peu ce qu'il avait tenté de faire en Crimée d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il a fait en Crimée avec les Tatars. Oui, c'est ce que les Russes et les Soviétiques ont toujours fait, c'est-à-dire des déplacements de population. Les déplacements de population, c'est quelque chose de commun dans l'Empire tsariste. Oui, bien sûr. Ça a continué avec les Soviétiques, ça n'a pas changé. On prend un peuple, on appelait la Russie la prison des peuples à l'époque tsariste. On prenait un peuple ici, on le déplaçait de 5000 km. Et puis après, on mettait qui on voulait. Et alors on disait, voilà, c'est des Russes qui sont là, forcément. Donc l'idée, c'est de faire... on ne leur demandait pas leur avis, on les installait là. L'idée, c'est de faire ça à Kiev comme on l'a fait à Mariupol, par exemple. Ça a été le cas à Mariupol, où ils ont tenté de le faire à Kherson également. Ça va plus loin que ça, c'est dans toute l'Ukraine. Oui, et ce qui a été fait, comme vous l'indiquiez, en Crimée, mais on le voit à travers les déclarations à la fois de l'épouse du président ukrainien ou du maire de Kiev, mais aussi les Ukrainiens qui sont ici à Paris, ou les contacts qu'on peut avoir en Ukraine. Ils sont prêts à tout subir, les Ukrainiens, pour gagner la guerre. Donc évidemment, leurs conditions de vie sont plus difficiles. Il est probable qu'il y ait davantage d'habitants de Kiev, notamment, qui étaient revenus, qui étaient partis au début de la guerre, qui étaient revenus. Peut-être vont-ils repartir soit ailleurs en Ukraine, soit à l'étranger, comme vous l'indiquez. Mais je crois que ça ne changera rien sur la volonté absolue des Ukrainiens de gagner cette guerre, quel qu'en soit le prix. Mais juste sur le nombre de missiles, je pense que quand même l'Institut américain de la guerre que vous évoquiez n'a pas totalement tort, parce que là ce n'est qu'une cinquantaine de missiles, ça n'est pas tous les jours, ça n'est pas comme il y a 3 semaines, toute une série de villes en Ukraine qui ont été frappées, et avec aussi ces fameux drones iraniens dont on ne parle pas aujourd'hui, preuve sans doute qu'ils ne sont plus capables de frapper parce qu'ils sont massivement interceptés. Donc il y a quand même une difficulté à produire des missiles et à les utiliser parce que les stocks se réduisent considérablement. Une question quand même sur le terrain. J'ai vu tout à l'heure passer un tweet d'un journaliste qui s'appelle Stéphane Siohan. Il est correspondant notamment pour RFI, pour Libé, etc. Il travaille depuis très longtemps en Ukraine. Il alerte sur un barrage hydroélectrique qui se trouve au nord de Kiev, sur ce qu'on a appelé la mer de Kiev manifestement. Ça fait un espèce d'entonnoir avant d'arriver à Kiev. Et là, il y a un très gros barrage hydroélectrique. Et là, il dit... Attention, parce que si effectivement ce barrage était touché, on en reviendrait à ce
qui nous a fait peur pour Kherson, c'est-à-dire une ville totalement inondée et peut-être des dizaines de milliers de victimes. Est-ce qu'il y a un vrai risque de ce point de vue-là ou pas? Alors il y a un vrai risque, mais détruire un barrage déjà, c'est pas simplement un petit missile qui le fait. Alors voilà, c'est quoi qui détruit un barrage? Alors là, il faut des kilotonnes d'explosifs. Un barrage, c'est des mètres cubes de ciment, de béton armé, etc. On ne le détruit pas. D'ailleurs, pendant la guerre, on l'a bien vu, les barrages de la Ruhr, il avait fallu bâtir des bombes tout à fait particulières pour pouvoir les détruire. Je crois qu'on en a détruit 2 ou 3, me semble-t-il. D'ailleurs, qui n'ont pas inversé le cours de la guerre. Il y en avait un Zaporizhzhia qui avait été détruit en 1941 par les Russes pour stopper l'avancée nazie. Il y avait eu 50 000 morts. En revanche, oui, si un barrage est détruit, effectivement, ça va inonder, mais ça les empêche aussi de revenir aussi. Oui. Donc, de toute manière, les deux parties en souffriront. Effectivement, au nord, les Russes maintenant sont rejetés plus à l'est, mais s'ils ont encore une volonté de reconquérir le terrain perdu dans le Donbass et notamment, eh bien, là, ils mettent un lac entre eux et puis... oui, donc aucun intérêt, et en plus, ils n'en auraient pas forcément les moyens, d'après technique. Pas les moyens, je ne sais pas, mais c'est plus compliqué que de balancer une bombinette sur un pont, par exemple. Ça, je peux vous assurer. Alors après, il y a d'autres sujets, et notamment celui de Kherson qu'on a évoqué plusieurs fois depuis longtemps. Maintenant, on évoque celui de Kherson. On va s'y rendre dans quelques instants après une courte pause. Que se passe-t-il réellement à Kherson, sur un front qui semble gelé, et pourtant il se passe beaucoup de choses. On sera notamment avec Michel Scott, vous verrez son reportage, il est avec les équipes, les unités ukrainiennes sur la ligne de front. Vous verrez son reportage qui est assez impressionnant. A tout de suite. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais en pratique, moi je vois pas comment faire. J'ai fait un bac scientifique, moi. Pas un bac, gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Mon pilotage ELEC est l'outil parfait pour piloter votre chauffage pièce par pièce et mieux gérer votre consommation. Cet hiver, avec les solutions d'Engie, réduire sa consommation d'énergie devient plus facile. J'agis avec Engie. J'ai vu la Terre nous donner tout ce qu'elle pouvait. Et puis je l'ai vu souffrir du soleil qui brûle. J'ai vu la fin arriver et les villageois partir. Puis, le CCFD, Terre Solidaire, nous a accompagnés pour recultiver nos terres abîmées. Et j'ai vu les fruits et l'espoir repousser. Grâce au CCFD Terre Solidaire, Tidiane et les habitants de Bakel ont été formés pour créer une ferme agroécologique. Ensemble, vaincre la faim, c'est possible. Faites un don au CCFD Terre Solidaire. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Vous voyez ce caillou? Si un gravillon comme ça heurte votre pare-brise, bam, c'est souvent un gros impact. Chez Carglass, on peut sauver votre pare-brise. Allez sur carglass.fr, tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez votre Carglass le plus proche, le jour et l'heure. On injecte notre résine Carglass, ça consolide l'impact et on polit le verre. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Assuré bris de glace, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Un impact? Allez directement sur carglass.fr et prenez rendez-vous en 3 minutes. Carglass répare, Carglass remplace. Et si anticiper le danger était possible? Verisure présente la première alarme qui détecte les intrusions avant même qu'elles n'aient lieu. Grâce à sa nouvelle technologie Verisure Smart Protection, nos experts Verisure analysent chaque alerte 24 heures sur 24 en moins de 10 secondes. Rendez-vous sur verisure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Bonjour. Bonjour. Pas discret. Il y a Djibril Cissé. Je crois que Djibril Cissé fait ses cours chez Lidl, toi. Bonjour Djibril. Bonjour. Vous allez bien? Des Djibril, il y en a plein, ça veut rien dire. Comment va la famille Cissé? Je crois que Djibril Cissé, le Djibril Cissé, il achète des cakes aux fruits chez Lidl. Mais non. Tu vois ce cake là? Je le prends depuis que je suis tout petit. Je devrais essayer. Bonne journée. Ça prouve. Si 25 millions de Français font leurs courses chez Lidl, eh ben pourquoi pas Djibril Cissé? Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
Avec Renew, profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasions Renault. Savourez un café corsé ou doux avec la machine à espresso Silvercrest. Sa pression de 15 bars permettra de révéler tout l'arôme de votre café. Et grâce à sa buse-vapeur à haute pression, moussez le lait selon vos envies pour un café crémeux. Machine à espresso Silvercrest, 79,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confond. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. C'est l'histoire de Mathieu qui a repris l'entreprise familiale. C'est aussi celle de Franck et Laura qui ont pu retrouver du travail. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et puis il y a André qui a toujours dit que sa région avait de l'avenir. Je l'ai toujours dit. Et cette belle histoire a commencé ici, dans le bureau de Juliette, conseillère Banque Populaire. En faisant de la réussite une aventure collective, Banque Populaire porte bien son nom. Les fours Electrolux révèlent les saveurs. La vapeur rend vos recettes plus moelleuses et croustillantes. Pour des résultats dignes d'un grand chef. Electrolux for better living, designed in Sweden. Dites non à jeter par habitude. Une goutte peut faire toute la différence. Dites oui à donner une seconde vie. Dites oui à Loctite Superglue 3. Qu'est-ce que vous faites, cher Rock Éclair? Vous avez l'air en forme pourtant. Justement, j'en profite pour préparer mes obsèques à l'avance. Comme ça, je suis sûr que mes proches n'auront rien à payer, ni aucune décision difficile à prendre. Je suis tranquille. Pour moi, c'est clair. C'est Rock Éclair. En ce moment, 2 mois offerts. C'est clair, c'est Rock Éclair. Des onion rings ultra crispy, c'est carrément piquers! Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Retour sur le plateau du Club Le Châtelier. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus si vous nous rejoignez. On va partir du côté de Kherson. Ce front qui ne bouge pas tellement d'un point de vue de nombre de kilomètres carrés repris, mais où la bataille s'intensifie jour après jour. Les Russes sont sous les bombes ukrainiennes pour cette ville, rappelons-le, absolument stratégique pour les deux camps. Michel Scott est avec Gabriel Lorillon et Pauline Lormand. Regardez leur reportage, ils sont sur la ligne de front avec les artilleurs ukrainiens. Dans un sous-bois, à l'abri des drones, des hommes se préparent. Leur force de frappe, la voici, un obusier de 27 tonnes monté sur chenille et son canon pouvant toucher une cible située à 20 km de distance. L'ordre vient d'être donné de faire feu sur les lignes ennemies, une opération qui nécessite de se déplacer sur une autre position de tir. On va se rapprocher maintenant. L'artillerie des orques peut nous frapper en retour. Soyez-en conscients, à tout moment. Les orques, c'est le surnom peu flatteur que les Ukrainiens donnent aux soldats russes. Sur ce front de Kherson, ces artilleurs veulent les repousser à coups d'obus de gros calibre. En plein champ, à 9 km de la ligne de contact, le blindé s'installe. Les coordonnées sont calculées à l'ancienne, par triangulation. Sur ce matériel d'époque soviétique, la visée se fait manuellement, mais touche souvent au but. Notre stock de munitions est là. Lui enlève la douille vide et moi je charge l'obus suivant. Les tirs sont puissants. Les résidus d'explosifs projetés en l'air enflamment quelque peu la végétation alentour.
Un petit incendie qu'il faut éteindre rapidement avant de filer, car le danger arrive très vite. Nous rembarquons dans les véhicules pour partir vite fait, car le tir de réplique des Russes peut intervenir à tout instant. Ils ne sauront que dans les heures qui viennent si leur objectif a été détruit. Le sort de la bataille de Kherson sur ce front sud de l'Ukraine se joue en tout cas tous les jours dans ces duels d'artillerie lourde. Duel d'artillerie lourde, général, les pertes côté russe en artillerie, elles sont importantes. Les Russes perdent du monde, vous voulez me dire? Oui, vraisemblablement. Matériel, surtout. Mais alors, l'artillerie ukrainienne n'est pas nécessairement très nombreuse. Elle est beaucoup moins nombreuse que l'artillerie russe, notamment en engins d'époque soviétique. En revanche, elle est beaucoup plus précise. Là, on nous montre un 2S3, c'est-à-dire 152 mm, époque soviétique. Ils en étaient équipés. Hein, c'est pas forcément un engin de capture. Ça, c'est intéressant. Il fait de la triangulation. Il fait quasiment. C'est incroyable. Mais en même temps, on apprend toujours ça aussi, parce que le jour où les instruments super sophistiqués ne fonctionnent pas, il faut continuer à pouvoir tirer. Donc c'est ce qu'on appelle le mode dégradé. Et même dans les chars, on apprend à tirer en mode dégradé, parce qu'à un moment, la conduite de tir, elle est en panne et vous devez pouvoir continuer à tirer. Mais à côté de ça, vous avez de ces engins de facture très traditionnels qui tirent à 20-25 km. Vous avez les César, vous avez les HIMARS, vous avez des munitions à coordonnées GPS, etc., qui tirent le César, rappelons-le, à 40 km avec une précision de 5 mètres. Ils ont aussi de l'artillerie de très haute précision, mais qui est utilisée pour des cibles, j'allais dire, plus opératives, stratégiques, comme les centres de commandement, les dépôts de munitions, etc. Et les dépôts de carburant. Alors là, on est sur le reportage de Michel Scott, on voit le blindé qui s'installe, nous disait Michel, à 9 km de la ligne de contact. Nivine, si on regarde ça en carte, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que cette ligne de front et cette ligne de contact dont parle Michel Scott dans son sujet, eh bien, elle est quasiment figée depuis maintenant 3 semaines. Les deux camps sont toujours positionnés autour des mêmes villes. Les Ukrainiens sont toujours aux abords de la ville de Doutchani, de la ville de Dadivibord et puis de la ville plus à l'ouest de Posad-Pokrovsk, pendant que les Russes sont toujours évidemment dans la ville de Kherson, mais également sur toute la partie gauche, sur toute la rive gauche du Dniepr. L'objectif pour les Russes, il est très simple, conserver coûte que coûte la ville de Kherson, tandis que l'objectif ukrainien allait tout autant prendre cette ville. Et pour ce faire, eh bien, les Ukrainiens sont vraisemblablement en train de remettre en place une stratégie qui a fonctionné, la tactique de l'encerclement, avec un encerclement par le nord, mais également par l'ouest. Par le nord, via la ville de Doutchani, les Ukrainiens veulent vraisemblablement longer le Dniepr, reprendre la ville de Maïlov, la ville de Berislav, pour ensuite s'avancer plus aisément vers Kherson. Encerclement également à l'ouest, via également ce front, tenter de se rapprocher de Kherson. Pour vous donner un ordre d'idée, entre ces deux villes, il y a seulement une trentaine de kilomètres. Les Ukrainiens, ils tentent également d'encercler les Russes, de les bloquer dans cette partie de l'oblast de Kherson, en bombardant les 3 ponts qui s'y trouvent toujours, pour évidemment essayer de les isoler davantage, essayer de les encercler. On le voit, les Ukrainiens sont en train de se préparer à la bataille de Kherson. Les Russes aussi, ils s'y préparent, puisque d'après les dernières informations dont nous disposons, ils sont en train de faire de Kherson une forteresse, en train d'essayer d'amasser le plus de matériel et d'hommes possible, en train de créer également des conditions invivables pour que les habitants qui sont restés dans la ville de Kherson puissent partir, en coupant Internet, par exemple, en coupant les lignes de transmission téléphonique également. Et puis, d'après le renseignement ukrainien, les Russes, les troupes russes sont en train de créer l'illusion qu'elles quittent Kherson pour en réalité mieux se repositionner, mieux se reconcentrer dans la ville. Selon l'état-major ukrainien, la Russie pourrait également retirer son artillerie lourde de la rive droite de Kherson pour la transférer ensuite vers d'autres zones, ce qui laisse croire en tout cas que les Russes se préparent plutôt à des combats de rue. En termes d'effectifs maintenant, mathématiquement,
Les Russes, ils ne sont pas forcément à l'avantage puisqu'ils ont entre 15 et 20 000 soldats dans la ville de Kherson. Les Ukrainiens en ont 2 fois plus, mais on le sait, en général, pour les combats urbains, eh bien, c'est plutôt l'avantage aux défenseurs, donc ce serait plutôt l'avantage aux Russes, même s'ils sont 2 fois moins nombreux. La tâche risque d'être très compliquée pour les Ukrainiens. On le voit des 2 côtés, hein. On est en train de se préparer pour cette bataille de Kherson qui risque d'être très coûteuse en hommes évidemment, mais également en matériel. Merci beaucoup Nivine. Général, juste une question. Quand on avait commenté, c'était Severodonetsk, cette bataille qui avait duré très longtemps, on apprenait, des militaires qui venaient nous expliquer la guerre, que les Russes en combat urbain, ils ne savent pas faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient échoué à Kiev, c'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps dans le Donbass. Oui, ils ont une grosse artillerie, effectivement, mais ils ont une infanterie qui est assez médiocre et qui est insuffisante, et surtout avec le corps blindé mécanisé qu'ils avaient engagé. Et donc, effectivement, on s'est aperçu à ce moment-là que les fondamentaux militaires du combat urbain n'étaient pas bons chez les Russes. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils hésitaient. Alors, à Berlin, c'est un peu différent, hein. Ils ont donné l'assaut à la ville, c'était la fin avec 2 500 000 hommes, mais globalement, ils encerclaient plutôt les villes, ils les contournaient plutôt que d'essayer de rentrer dedans, hein. Donc ils se sont toujours méfiés du combat urbain. Là, ce qui est intéressant à Kherson, la ville de Kherson, elle a un problème militaire, elle a un problème politique. Si on veut défendre Kherson, il faut que logistiquement elle soit ravitaillable, donc par-dessus le Dniepr. Donc est-ce que c'est encore faisable, comme ça a été fait par-dessus la Volga en 1942 à Stalingrad? Et puis le problème politique, c'est Vladimir Poutine voudra-t-il abandonner cette ville qui est un grand symbole politique, idéologique de sa conquête, de l'annexion de l'oblast de Kherson. Voilà. En tout état de cause, si effectivement les Ukrainiens veulent donner l'assaut à Kherson, d'abord ils ne sont pas à la ville, bon, hein, le front est assez stable, donc ça c'est pas gagné, il faut quand même le dire, hein, c'est pas encore gagné. Et puis ensuite ils ont dans ce qu'on sait un rapport de force qui me paraît insuffisant, 15 à 20 000 hommes contre 30 à 40 000, c'est-à-dire 2 contre 1. Oui, alors c'est plutôt 1 pour 5, 1 pour 6. C'est 3 à 5 contre 1, on sait tout. Voilà, vous savez tout maintenant. Voilà. Parce que je vous écoute. Pour tout vous dire, je vous ai écouté hier soir chez Darius Rochebin, figurez-vous. Ah bon, voilà. Et donc ça leur coûtera cher. Donc je dirais d'un côté, les Russes, moi je serais le chef militaire, j'aurais tendance à dire il faut se replier sur la rive orientale du Dniepr, mais si j'étais ukrainien, je ne donnerais pas l'assaut à la ville comme ça va leur coûter cher, et ils ont besoin de leurs troupes et ne pas user des troupes aguerries dans un combat urbain simplement pour conquérir. C'est la question que j'allais vous poser aux uns et aux autres, c'est que est-ce que ça pourrait pas finalement être un piège, se révéler être un piège pour les Ukrainiens qui se retrouveraient fixés très nombreux, ce qu'ils ont fait eux à l'inverse pour les Russes en fait. Ça peut être un piège aussi pour l'armée russe, puisqu'il y a des troupes d'élite qui ont été amenées dans la région de Kherson justement pour se préparer à un combat potentiellement très rude face à l'armée ukrainienne. Moi je partage votre avis. Effectivement, je pense que l'armée ukrainienne n'ira pas à l'assaut de Kherson, ce serait beaucoup trop coûteux. En revanche, comme les ponts qui permettent de repasser sur la rive gauche du Dniepr vont devenir des cibles de plus en plus importantes pour l'artillerie ukrainienne, il est possible que les troupes russes qui sont là soient piégées. Et donc ces troupes d'élite, elles manqueront ailleurs. Et donc il est possible que là, pour les isoler, on se prépare plutôt à la fois de l'encerclement et puis à une fixation de troupes russes qui ne pourront pas repasser sur la rive gauche. Sur la rive gauche, oui, c'est ça, sur la rive gauche. Alors, vous avez évoqué la bataille de Stalingrad il y a un instant, général. C'est vrai qu'on on entend beaucoup dire Kherson, ça pourrait être la nouvelle bataille de Stalingrad, etc. Alors évidemment, on a voulu s'y intéresser et essayer de se remettre en mémoire de quoi on parle. Et là, c'est votre boulot, Magali, vous êtes attelée à ça depuis ce matin. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler pour Kherson d'un nouveau Stalingrad? Alors, c'était quoi Stalingrad? Justement, on va essayer de répondre à ces questions, qui, quand, quoi, où, comment, pour savoir exactement de quoi on parle. On parle de la bataille de Stalingrad. Il faut juste savoir qu'en fait, c'est une succession de combats qui ont lieu entre le 11 juillet 1942 et le 2 février 1943. 6 mois de combats violents, intenses, c'est l'exemple même